Bien, bonjour à tous. On va pouvoir démarrer notre webinaire sur la chrysomèle. Derrière l'écran, donc aujourd'hui pour ce webinaire, donc vous avez Didier Lasserre qui est en Alsace, donc où les premières chrysomèles ont été capturées. Donc on refera justement un petit historique sur les différentes régions. Donc Didier en Alsace, Romain en Poitou-Charentes. Jean-Baptiste Tibor, qui est spécialiste ravageur chez nous à Arvalis, donc qui est basé à Montardon à côté de Pau, et moi-même, donc Thomas Joly, animateur de la filière maïs, basé à Pusignan à côté de Lyon. Donc pourquoi ce webinaire dédié? On vous a fait plusieurs webinaires dans le courant de l'hiver. On s'était posé la question d'aborder la chrysomèle et puis on a décidé d'en faire un webinaire dédié. C'est-à-dire que 2019 était une année charnière. On avait eu des multiplications de différents foyers. Donc on a les foyers historiques qu'on connaît plutôt sur la façade est de la France, puis quelques foyers dans le sud-ouest. Je dirais même le Grand Sud-Ouest parce qu'on remonte jusqu'à Poitou-Charentes, donc qui était en évolution. On avait des observations sur la façade est Alsace et Rhône-Alpes où on pouvait voir les chrysomèles voler, y compris sans piège. Il suffisait de se balader dans les parcelles et de les voir voler sur le mois de juillet. Et puis des premiers dégâts observés en partie liés à la chrysomèle en 2019 en Rhône-Alpes. Donc voilà, des maïs qui étaient fragilisés et puis un coup de vent qui est venu accompagner justement ces dégâts. Donc voilà, des premières suspicions de dégâts, et on se disait c'est probablement une année charnière. Et puis ça s'est confirmé en 2020. Je vous montre ici des dégâts adverses liés à la chrysomèle, donc en Isère, donc à Crolles, c'est donc dans la vallée entre Grenoble et Chambéry, à la vallée d'Isère, où donc effectivement on verra tout à l'heure quelques photos, mais les maïs ont été attaqués, le bol racinaire, voilà, et les racines sont attaquées par les chrysomèles, et donc le maïs est fragilisé. Donc voilà ce qui nous a un peu incité à en faire un webinaire dédié, d'autant plus qu'on a eu quelques travaux cette année qui nous ont permis d'avancer sur les moyens de lutte, et puis on voulait vous partager ça, notamment à la veille des premiers dégâts qu'on pourrait observer sur les prochaines années. Au sommaire, donc on va vous faire une présentation en 3 parties. On va revenir sur le bilan national et on fera même des zooms régionaux. Donc le bilan des captures 2020 avec un petit historique sur trois foyers, enfin 3 zones où donc l'Alsace, Rhône-Alpes et Poitou-Charentes, sans oublier les autres foyers hein, bien évidemment, mais on y reviendra. On abordera ensuite les moyens de lutte et puis on terminera par nos recommandations en fin de webinaire. Donc voici pour le programme, et puis on commence tout de suite justement par le bilan national des captures. Donc juste un petit rappel avant d'être en accord sur les chiffres qu'on va échanger. Voilà, il y a différentes modalités de suivi, donc différents réseaux de surveillance. Donc vous avez sur la gauche de votre écran des pièges à phéromones sexuels. Donc c'est une plaque engluée sur laquelle on plaque une phéromone et qui va attirer les chrysomèles. Et donc en fait, on est vraiment ici sur un outil de détection, c'est-à-dire je suis capable de chiffrer présence ou absence de chrysomèles dans mon environnement. À défaut, pendant plusieurs années et encore maintenant, on compte le nombre de chrysomèles qu'il y a dessus pour essayer de mesurer un peu la quantité de chrysomèles présentes, mais on est vraiment sur un outil de détection. Quand on arrive à des niveaux de population élevés, c'est à ce moment-là qu'on va passer, on conseille donc de passer sur des pièges chromatiques, donc où là on est vraiment sur un outil de quantification. Donc c'est des petites plaques jaunes que vous voyez sur la droite de votre écran, qu'on place habituellement, on en place 3 par parcelle, un peu espacées, et qui nous permettent vraiment de quantifier la population et d'avoir voilà un indicateur de pression, on va dire, de l'insecte. Donc 2 types de pièges, on y reviendra sur les captures. Forcément, on ne capture pas le même nombre d'insectes, on n'a pas le même objectif.
Et donc, c'est important de préciser à chaque fois sur quel type de piège on mesure cet indicateur. Juste préciser également que les partenaires du réseau de piégeage, donc on a le CNIS qui finance tout ce suivi, et puis une délégation aussi aux chambres d'agriculture via le BSV ou via d'autres réseaux qui permettent de faire ce suivi. Et donc on y reviendra plus en détail par la suite pour les zooms régionaux. Donc la chrysomèle du maïs en France, on vous a remis ici le tableau des captures sur les dernières années. On vous a pas remis depuis le début, mais voilà, c'était pour voir l'évolution de ces dernières années. Alors, on l'a sur les deux premières lignes du tableau, donc Alsace-Rhône-Alpes, donc les deux régions les plus touchées à ce jour. Donc, où vous voyez donc l'évolution depuis 2015. Donc sur les premières lignes des captures, donc c'est la somme des captures sur les pièges phéromones. Et puis depuis 2019, donc pour la deuxième année consécutive, on a donc un nombre de captures sur pièges jaunes, donc c'est les pièges chromatiques, où voilà, on a décidé dans les foyers où il y avait des abondances importantes de chrysomèles de passer sur des pièges chromatiques, et ça nous permet, on vous le montrera tout à l'heure, dans le suivi, mais aussi dans les recommandations, de peut-être adapter les moyens de lutte, et donc de mieux quantifier l'incidence que pourra avoir les chrysomèles sur les maïs. Donc des évolutions assez importantes d'une année sur l'autre. On voit quand on passe pour des dimensionnements de réseaux identiques de 4 000 à 60 000 en Alsace, ou de 3 000 à 25 000 en Rhône-Alpes. Donc on verra justement cette dynamique, et on verra aussi qu'il y a quelques différences au sein de ces régions. Ensuite, on a les foyers, on a aussi des captures, donc Île-de-France, Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté. Donc on va dire depuis 2017 en Lorraine, mais sinon 2018 qui se confirme en 2019 et 2020 pour l'ensemble de ces foyers-là, avec des foyers qui sont relativement contenus. On verra aussi que l'importance de la proportion de maïs dans le paysage a son incidence, et donc on a des dynamiques différentes en fonction des territoires. En Poitou-Charentes, Romain nous fera un petit récap tout à l'heure sur la région, mais donc les premières captures en 2017, et on voit effectivement que ce sont des foyers pour le coup qui prennent un peu d'ampleur, donc on prendra le temps de les détailler tout à l'heure. Et puis ensuite, donc sur le sud de la France, donc si on reste sud-ouest, Aquitaine et Occitanie, donc on a également des foyers qui sont un peu plus anciens, notamment sur Gers, donc depuis 2015, mais qui restent toutefois contenus. On monte voilà sur les derniers piégeages à un peu plus de 300 chrysomèles sur Gers, mais voilà, dont une parcelle qui est vraiment impactée et qui compile plus de 75% des captures. Et puis également quelques captures sur PACA, mais également qui restent relativement contenues à ce jour. Voilà pour le bilan national. Je passe la parole à Didier pour nous faire un zoom sur l'Alsace. Bien, bonjour à tout le monde. Oui, le premier zoom régional va concerner l'Alsace. On va faire le point sur les captures réalisées durant l'été 2020 par les partenaires du réseau dont vous voyez les logos tout en bas de la diapositive. Là. Alors en 2020, on a capturé dans les pièges à phéromones, donc des pièges sexuels qui attirent essentiellement les mâles, on a capturé presque 60 000 insectes sur 97 plaques engluées, donc munies de la fameuse phéromone. Alors en gros, vous voyez dans le graphique de droite, on va dire qu'ils se répartissent en 3 tiers. Hein. Un petit tiers des pièges ont capturé moins de 100 insectes, un tiers entre 100 et 500, et un autre tiers plus de 500. Alors, c'est les plus de 500, il s'agit des points noirs que vous pouvez voir sur la carte qui est à gauche de la diapositive. Les points noirs, c'est les pièges qui ont le plus capturé. On va dire qu'ils sont plutôt positionnés en plaine, le long du Rhin. On va dire aussi que pour ces pièges, pour ces lieux, le type de piège n'est plus adapté. Thomas en a parlé un petit peu avant, on y reviendra tout à l'heure. Alors, si on s'intéresse maintenant à la progression de la chrysomèle
sur la région dans la diapositive suivante, on peut regarder la valeur des piégeages depuis ici 7 ans. Je ne suis pas remonté à 2000, 2002, 2003, les premières années de détection de l'insecte près de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Mais vous avez ici, sur les 7 dernières années, les différentes cartes avec les différents points, donc les points qui représentent, comme tout à l'heure, le niveau des captures. Hein. Tout ce qui est vert, on n'a pas capturé, et puis plus on va vers des couleurs sombres, plus on en a trouvé. En gros, de 2014 à 2018, donc les 5 premières années de notre étude là, avec un nombre de pièges assez proche, hein, environ 143 pièges en moyenne dans ces 5 années, le taux d'accroissement d'une année sur l'autre est de 3,5. Donc on a 3,5 fois plus d'insectes l'année suivante. La météo, je vous signale aussi que la météo influe quand même sur ce taux, parce que par exemple de 2016 à 2017, le taux d'accroissement n'était que de 1,4. Enfin, quoi qu'il en soit, ce taux de 3,5 est un taux plutôt dans une moyenne faible pour l'accroissement d'un insecte. Un taux de 7 est fréquemment observé pour les insectes de ce type. Hein. Donc 3,5, vous voyez, on est plutôt une moyenne plutôt faible. Alors, on va dire qu'il est conforme, ce taux il est quand même conforme aux prévisions faites il y a quelques années. Et c'est certainement le résultat de certaines mesures qui ont été prises, par exemple des changements de culture qui ont quand même eu lieu dans les dernières années. Alors, on change un peu d'échelle à partir de 2019, c'est à droite du tableau. J'ai séparé ces valeurs-là parce qu'en fait, le nombre de pièges est plus faible. Vous voyez qu'on est passé on est en gros dans les 95 pièges au lieu de 130, 140, donc il y a quasiment 50 pièges de moins. Voilà. D'une année sur l'autre, là, de 2019 à 2020, on a les captures ont augmenté de 2, fois 1,9. On va dire le deuxième fait marquant sur cette diapositive et sur ces cartes, c'est surtout ce que vous voyez en haut, c'est la généralisation de la présence de l'insecte sur le territoire. On en avait le long du Rhin en 2015, vous voyez que maintenant, il y en a quasiment partout, les points verts ont quasiment disparu. L'insecte est surtout présent le long du Rhin. Alors maintenant, si on regarde, les captures sur les 19 lieux qui ont cette fois-ci été munis de pièges chromatiques et non plus de pièges à phéromones, ça permet une réelle quantification, comme on l'a dit. Hein. On voit que sur les 19, 18 lieux tilt, si je peux m'exprimer ainsi. Un seul lieu est vert, donc n'a pas capturé. Mais en fait, il y a surtout 3 pièges qui sont largement positifs. Je les ai soulignés là avec le nom des communes, avec 2,2 insectes par piège et par jour à Vogelsheim et 3,9 à Blotzheim, tout au sud de l'Alsace. On commence à s'approcher des seuils repères, hein, des seuils de nuisibilité de la chrysomèle. On y reviendra tout à l'heure. On en parlera plus tard dans l'exposé. Vous voyez, donc ces pièges sont positionnés le long du Rhin. Et pour terminer, si on fait un peu le pendant de l'autre côté du Rhin, j'ai récupéré une carte des piégeages du côté allemand. Vous voyez qu'il y a de nombreuses captures, il y a à peu près le même nombre de captures qu'en Alsace, enfin c'est à peu près du même niveau. Il y a une forte concentration le long du Rhin, c'est à gauche de la diapositive. Donc c'est vraiment le pendant, c'est presque un copier-coller de l'Alsace et la plaine du Rhin. C'est des endroits à forte concentration de maïs du côté allemand, donc c'est relativement cohérent. Voilà, j'ai fait le point sur l'Alsace. Je pense qu'on va passer maintenant à la région Rhône-Alpes. Oui, merci Didier. Effectivement, je reprends la parole pour vous faire le point sur la région Rhône-Alpes. Donc, je dirais même Auvergne-Rhône-Alpes, mais vous verrez, donc là, c'est les pièges qui ont été disposés cette année, enfin 2020, pardon, l'année dernière. Donc, on avait plus de 72 parcelles en Rhône-Alpes et 11 en Auvergne, donc qui étaient suivies avec des pièges phéromones, et puis 55 parcelles suivies avec des pièges chromatiques. Donc les résultats en Auvergne, on n'a pas eu de capture, donc je vais recentrer après les propos sur la région Rhône-Alpes, et vous verrez qu'en Rhône-Alpes, du coup, on a décidé on a 2 couleurs, hein, donc phéromone et chromatique, et pareil, on a décidé dans les zones les plus touchées de passer au piégeage chromatique.
Si on commence d'abord par les pièges phéromones, vous avez ici, voilà, sur les 72 pièges posés, donc les niveaux de capture. Donc on voit effectivement qu'on a ces zones qu'on connaissait, hein, donc la vallée de l'Isère, vallée du Grésivaudan, donc entre Grenoble et Chambéry, même quand on remonte un petit peu vers l'est. Donc des zones à forte capture. Effectivement, ici, bon, on n'a plus les points en phéromones parce qu'on les a en chromatique, mais on verra tout à l'heure que ce sont des zones qui sont relativement bien touchées. On retrouve également les marais de Bourgoin, les terres froides, la Bièvre, où on a également une présence importante de chrysomèles. Dans une moindre mesure, toute la plaine de Lyon, et encore voilà, avec un gradient où on en trouve encore moins vers la plaine de l'Ain, enfin le nord de l'Ain. Mais plaine de Lyon, plaine de l'Ain, on commence à avoir des populations relativement importantes, mais ça reste contenu et sans commune mesure par rapport à ce qu'on peut observer sur d'autres vallées. Et on verra justement donc sur les pièges chromatiques les incidences et ce qu'on a pu observer sur le terrain cette année. Voilà pour les pièges phéromones. Donc vous voyez, ça capture à peu près partout. Il n'y a plus beaucoup de points blancs, donc ça si sur l'ouest de la région et puis sur l'Auvergne. Mais globalement, voilà, on commence à en trouver un peu partout en Rhône-Alpes de manière conséquente. Alors, on vous met ici les piégeages. Moi, je vous ai remis donc sur la carte, hein, le nombre de piégeages par zone. Et puis, on a essayé de les cartographier ici, enfin de les mettre sous forme de graphique. Donc, on caractérise une zone avec une moyenne de capture, mais vous voyez quand même qu'on a aussi des très fortes différences. Alors, Marais de Bourgoin, où on a près de 1700 captures sur les pièges. Donc là, on cumule les captures sur tout l'été, hein, donc sur les 6 semaines d'observation. Mais voilà, ça va on va dire de 500 jusqu'à 4000 hein, sur un territoire quand même relativement restreint. Donc on a une forte hétérogénéité selon les parcelles, selon l'historique de la parcelle et sur ce qui a été pratiqué voilà, globalement sur le territoire. On retrouve les combes de Savoie, le Grésivaudan, et puis plaine de l'Ain, plaine de Lyon, on verra aussi, on zoomera tout à l'heure. Donc on va dire trois zones où on retrouve la chrysomèle en abondance. Et donc voilà, sur ces trois zones-là, justement, si on doit zoomer, je vous ai remis un peu l'historique depuis 2015, où effectivement on a des populations en évolution. Donc comme le montrait Didier tout à l'heure, on est sur des ratios, alors ça dépend des années, mais ça peut aller du x3, x2, x3, voire x4 parfois, selon les endroits. Alors avec toutes les précautions qu'on doit prendre, là on l'illustre parce que voilà, on a quelques chiffres. Vous voyez, le nombre de pièges, il n'est pas toujours homogène, puisque depuis 2 ans, on a décidé de passer en piège chromatique sur certaines zones. Et donc, effectivement, voilà, Marais de Bourgoin, voilà, on a un chiffre, mais il est probablement pas à mettre dans la continuité de ce qui avait été observé avant. Sachant que voilà, il y a un dimensionnement qui reste différent, mais ça montre quand même qu'il y a une dynamique qu'on interprète à la hausse sur ces zones. Si on passe au piège chromatique, donc je vous l'ai dit, sur les zones les plus touchées, on est passé avec des pièges jaunes que je vous ai présentés tout à l'heure, donc qui permettent d'estimer, de plutôt quantifier la présence de l'insecte. Et donc là, l'indicateur, Didier vous en a parlé, on parle en nombre de chrysomèles par piège et par jour. Donc on voit que effectivement, sur des niveaux relativement faibles, comme je vous l'ai montré sur la plaine de l'Ain et la plaine de Lyon, donc on a très peu de chrysomèles capturés sur ce type de piège-là. Par contre, on arrive sur des seuils qui sont relativement importants sur la vallée de l'Isère et les marais de Bourgoin. Donc, vous voyez, on dépasse globalement, enfin donc les 3 captures par piège et par jour sur ces zones-là. On est peut-être un peu plus faible sur les marais de Bourgoin. Donc, on arrive à des niveaux importants. C'est des niveaux de seuil qui sont utilisés d'ailleurs chez d'autres pays hein, qui connaissent aussi cette problématique de chrysomèles, notamment les États-Unis ou l'Italie. Donc, mais je pense que Jean-Baptiste y reviendra tout à l'heure dans les moyens de lutte et comment utiliser justement cet outil de piège chromatique comme outil de pilotage.
J'en profite également pour remercier tous les partenaires de la région qui ont contribué via le BSV à amender ces cartes et ces bases de données pour nous permettre de suivre l'insecte en région Rhône-Alpes. Et puis, voilà, quelques photos pour vous illustrer quand même qu'en Rhône-Alpes, pour la 2e année consécutive, on commence à avoir des dégâts. Alors, on voit les adultes qui s'attaquent aux feuilles, aux soies. Donc voilà, comme on peut les observer, il n'y a pas besoin de piège pour les voir. Et puis on voit effectivement aussi ce qui nous préoccupe le plus, c'est l'attaque sur les racines. Donc vous voyez en bas à droite de l'écran donc les larves qui ont attaqué justement ces racines et qui vont fragiliser le maïs. Et donc avec des symptômes de verse, donc en col de cygne. Et puis on verra aussi quand on a une implantation qui est fragilisée, on peut aussi, suite à un coup de vent ou un orage, avoir des conséquences un peu plus dramatiques parce que l'implantation et l'ancrage est fragilisé. Et puis, je vais vous mettre des photos ici. Tout à l'heure, je vous ai montré celle de 2020. Là, c'était le coup de vent 2019 dans des parcelles où il y avait une forte population de chrysomèles. Donc, on voit les symptômes des adultes sur les feuilles et les soies, mais aussi la conséquence des attaques de larves qui ont fragilisé les maïs et qui se sont couchés à la suite de ce coup de vent. Voilà pour Rhône-Alpes. Romain, je te passe la parole pour Poitou-Charentes, pour Nouvelle-Aquitaine, pardon. Oui, merci Thomas. Donc bonjour à tous, c'est Romain Thieler. Nous vous proposons donc un 3e zoom, un dernier zoom pour finir ce Tour de France autour de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors on va le voir, c'est une région qui a un historique qui est différent et qui tranche vraiment avec les situations plus exposées que vous venez de voir. Donc si on regarde par exemple la partie sud de la Nouvelle-Aquitaine, vous avez vous avez 3 foyers qui se trouvent le long de l'autoroute et à côté d'une aire. Donc on est vraiment dans le début d'infestation et finalement le schéma qu'on retrouve souvent de ce ravageur émergent où vous avez des territoires à dominante maïs et des voies de communication où via notamment les camions, on peut avoir des infestations. Donc la première chrysomèle a été capturée sur ce territoire, si vous regardez le sud, on se rapproche des Pyrénées, en 2015 sur le plateau de Gers, voilà, comme le montre Thomas. Donc ça fait maintenant 5 ans, et d'autres foyers ont été identifiés à Serre-Morlas et à côté de Lac, à chaque fois à côté d'une aire d'autoroute. Donc il y a ce côté-là vraiment infestation. Les captures sont pour l'instant assez contenues, donc le réseau et les partenaires surveillent bien et ont même densifié les réseaux de piégeage sur ces zones. Et pour l'instant, la chrysomèle est toujours présente, mais disons avec des niveaux d'évolution qui sont assez réduits. Donc ça, c'est pour la partie sud Nouvelle-Aquitaine. Vous avez aussi un piège capturé à Saint-Cyr-sur-Gironde, donc plus sur l'estuaire à partir de 2018 ou 2019. Sur la partie nord Nouvelle-Aquitaine, le secteur Poitou-Charentes, la situation est en train d'évoluer, donc c'est pour ça aussi que nous tenions à faire un petit zoom. Alors il y a une première capture en 2017, donc c'est plutôt récent, dans le marais de Moutier, donc du côté d'Angoulême. C'est des zones également qui ont capturé plutôt à dominante maïs, en fond de vallée en fait, où le maïs a une grande place, voire est cultivé en monoculture. Et il y a eu la détection de ce foyer-là. Puis depuis 2017, un élargissement progressif du réseau de piégeage. Donc vous voyez en rouge sur ce graphique, si vous lisez l'axe vertical de droite, le nombre de captures, le nombre de pièges qui a évolué. Donc on est passé de 35 à 70 à 130 pièges. L'idée étant, avec tous les partenaires du réseau, de mieux caractériser le risque et les zones touchées. Donc finalement, on a trouvé une, et petit à petit, on se rend compte que la chrysomèle est en train de se développer et
de conquérir ce territoire, donc avec de nombreuses captures sur la Charente et maintenant aussi des captures qui sont confirmées sur le sud de la Charente-Maritime et à la frontière avec la Dordogne. Ce qui est à noter aussi, c'est que voilà, on est dans cette situation plutôt de conquête de ce ravageur émergent sur le territoire, où pour l'instant les niveaux de piégeage sont bien en dessous de ce que vous avez pu voir en Alsace ou en Rhône-Alpes. Il y a peu ou pas, donc cette année il y avait 3 pièges au-delà de 100 captures. Ce qui veut dire qu'on est sur cette dynamique de début d'infestation. Mais en tout cas, plus on en cherche, plus on en voit. Donc, on continue à surveiller cette situation. Et avec, pour finir, ce petit zoom qui vous permet de voir un petit peu les communes où on le capture, avec ces niveaux d'infestation, oui, modérés, mais de plus en plus de secteurs identifiés avec la présence de ce ravageur dans les parcelles. Merci Romain. Je propose du coup qu'on prenne un petit temps pour répondre à vos questions. Donc a priori, il y a pas mal de questions. On va essayer d'en prendre quelques-unes pour y répondre. Et puis, alors peut-être qu'on abordera aussi dans les parties suivantes quelques-unes de vos réponses. Mais je laisse la parole aux collègues là, pour centraliser les questions. Oui, alors moi je vais poser quelques questions. Il y en avait déjà une première, c'est y a-t-il eu d'autres détections que celles présentées? Alors Thomas, tu as présenté le tableau des détections en France. Je pense que la réponse, elle est facile, là. A priori, voilà, a priori, on a tout compilé, donc via le GNIS qui collecte toutes ces informations-là. On verra également qu'on a aussi des observations individuelles via l'application Chrysopop, on en parlera en fin d'exposé, qu'on a également comptabilisé, qu'on a éventuellement aussi comptabilisé dans tous ces récaps. Très bien. Certains demandent si on peut craindre que l'insecte ne gagne tout le territoire, parce qu'on en a maintenant un petit peu partout, pas partout comme tu l'as montré, mais quand même. Tout le territoire, en particulier, prenons l'extrême, la Bretagne. Jean-Baptiste, je te laisse te répondre. Oui, bonjour à tous. Alors, bien entendu, la chrysomèle conquiert tous les secteurs géographiques où il y a du maïs dans le monde. Il n'y a pas de raison que la Bretagne y échappe. Est-ce que la Bretagne doit craindre l'infestation par la chrysomèle? Pas nécessairement, parce que la présence ne veut pas dire dégâts. Et on va le voir juste après, les dégâts sont très directement liés à un niveau d'abondance et notamment à une intensité de maïs dans le paysage. Et là, il y en a beaucoup en Bretagne, mais aussi au taux de monoculture. Et là, on est sur le maïs est souvent dans un système beaucoup plus assolé, où au moins on est en 2 années de maïs, et puis ensuite on passe souvent à une autre culture dans les systèmes bretons. Je ne peux pas généraliser, hein, mais on est souvent sur ce système-là. Ça veut dire que les longues monocultures étant faibles dans ce secteur, dans cette région, eh bien, on n'a pas grand-chose à craindre à l'échelle de la région, ce qui ne veut pas dire que toutes les parcelles seront indemnes et certaines parcelles pourraient être exposées. Il y a d'autres régions pour lesquelles le risque est un petit peu plus élevé, notamment si on va un tout petit peu plus au nord, où il y a une forte abondance de parcelles de maïs en monoculture, par exemple en Normandie, et c'est pour cela que le réseau de surveillance il est ajusté, et il y a une densité un peu plus élevée en Normandie, par exemple, par rapport à la région Bretagne. D'accord, très bien. Alors, il y a plusieurs questions qui tournent autour de la quantification des dégâts. Par exemple, en Rhône-Alpes, parce qu'on peut déjà quantifier les dégâts. Vous avez montré que c'était sur une parcelle, mais peut-on quantifier? Et ce qui est un peu lié là-dessus aussi, c'est la chrysomèle a été observée depuis 17-18 ans maintenant. Pourquoi les premiers dégâts ne sont visibles que maintenant, en 2020? Alors, je veux bien continuer à répondre si vous le souhaitez. En effet, on peut se satisfaire du délai entre l'apparition des premiers insectes et la détection et l'apparition, la mise en évidence des premiers dégâts. On est vraiment aux prémices en plus des dégâts. Tout ça, c'est le résultat en fait de toute la stratégie qui a été mise en place depuis les premières détections, depuis 2002 en région parisienne, avec notamment les mesures d'éradication
qui ont été mises en place au tout début, parce que, rappelez-vous, à cette époque, la chrysomèle du maïs était sur la liste des insectes de quarantaine qui obligeait la France à faire une surveillance, qui était le cas, et en cas de détection, des mesures d'éradication avec des limitations de zones focus au sein desquelles il y avait des mesures très contraignantes pour les producteurs et qui interdisait de cultiver du maïs dans toute parcelle ayant reçu du maïs l'année précédente. Donc c'était des mesures très ciblées qui ont empêché l'installation de l'insecte, sauf qu'il y a eu une multiplication ensuite des foyers au cours des années 2000, puis ça s'est intensifié au début des années 2010. Donc c'est pour ça que les politiques d'éradication étaient difficilement supportables pour les agriculteurs. On est passé à des politiques ensuite de confinement pour les régions les plus à l'est de la France, qui étaient en première ligne sur les fronts d'attaque, pour arriver à une situation où on a un insecte déréglementé depuis 2015. Effectivement, depuis 2015. Ça a changé au cours de l'année 2014. Donc, le délai est plus long qu'ailleurs entre la détection des premiers insectes et l'apparition des premiers dégâts, parce qu'en France, il y a eu une volonté de retarder l'apparition déjà de l'installation d'insectes, ensuite l'apparition des dégâts avec les mesures d'éradication, de confinement et les recommandations techniques qui ont été aussi proactives en absence de réglementation, et qu'on poursuit aujourd'hui, et ça sera, puisque ça sera l'objet de la fin de l'exposé avec les recommandations que l'on prodigue actuellement au niveau d'Arvalis. Parfait, je pense qu'on va arrêter les questions là pour laisser du temps au reste de l'exposé. Par contre, il y en a eu quand même quelques-unes dont je pense que Jean-Baptiste Thibord va nous parler tout à l'heure, c'est les autres cultures. Parce que la chrysomèle attaque d'autres cultures, donc il y a des histoires de techniques de lutte. Voilà, donc on a parlé de ça, et enfin il y a eu plusieurs questions là-dessus, tu vas y revenir, donc je pense qu'on va arrêter là. Ouais, effectivement, je propose, Jean-Baptiste, qu'on enchaîne sur les moyens de lutte, et puis on aura un deuxième temps de questions en fin d'exposé, donc on aura aussi le temps de revenir là-dessus si on n'a pas apporté les réponses. Très bien, merci beaucoup. Donc, je l'ai un petit peu esquissé dans les réponses aux questions. La France a une chance, c'est qu'elle n'est pas le premier pays à être confronté à l'installation de la chrysomèle sur son territoire. Et au niveau d'Arvalis, on regarde la chrysomèle de très près depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. On profite de toute l'expérience et toutes les connaissances acquises par les pays qui ont déjà dû subir la chrysomèle, et c'est ce dont on vous propose en fait de profiter là dans le quart d'heure qui arrive. Et ça nous permet d'asseoir nos recommandations qui seront présentées à l'issue de ma présentation. Donc, quelques éléments d'abord concernant la biologie de la chrysomèle. C'est toujours mieux de savoir un petit peu contre qui on lutte. La chrysomèle va passer l'hiver sous forme d'œufs actuellement. Hein, dans les parcelles qui sont concernées, les œufs sont déjà présents dans le sol. Et puis, à la faveur du réchauffement de la température du sol, dans le courant du mois d'avril, mai, les œufs vont éclore et donner lieu à des jeunes larves qui vont consommer les racines du maïs, vont donc entamer ce système racinaire, les larves vont se développer, donner lieu à un adulte qui va émerger, qui va être visible dès la fin juin. Quand on est sur une année précoce comme 2020, habituellement c'est plutôt autour de mi-juillet. La vie de l'adulte dure entre 45 et 60 jours pour ensuite son objectif, l'adulte, il n'en a qu'un seul, hein, c'est tout simplement se reproduire et pondre ses œufs. Et les œufs, la grande majorité des œufs vont être déposés dans des parcelles de maïs. Une petite proportion de ces œufs va être aussi déposée en bordure de parcelles juxtant le maïs, voilà, même s'il n'y a pas de maïs. Alors, un point très important, c'est que ces œufs, ils vont à nouveau passer l'hiver, vont donner lieu à des larves, et si les larves n'ont pas de maïs à leur disposition, les larves vont stopper leur développement, elles vont mourir, et là, on a une diminution drastique de la population, puisque toutes les larves, tous les œufs ayant éclos vont mourir. Alors, on est à plus de 98-99% des œufs qui vont éclore dès la première année suivant la ponte. Une très faible proportion va éclore en deuxième ou deuxième année. La troisième année, c'est excessivement rare. Ça veut dire que rompre une monoculture de maïs ou une culture de maïs et ne pas faire de maïs pendant 1 an va être suffisant pour abaisser drastiquement la population à l'échelle de la parcelle. Cependant, la parcelle se trouve dans un paysage dans lequel il y a du maïs et donc la chrysomèle va être présente dans l'environnement. Alors, pour mesurer un petit peu
l'influence et la nuisibilité de la chrysomèle, ce que je vous propose est de voir quelles protections on peut mettre en œuvre. Ce que je vous propose, c'est de décomposer les facteurs qui vont influencer sur la nuisibilité. On peut décomposer les facteurs entre ceux qui agissent sur l'abondance de population, d'une part, qu'est-ce qui fait que la population va rester et va croître dans un environnement, et puis l'incidence des attaques des larves sur les racines, parce que cette incidence, elle va varier selon différentes conditions, et c'est finalement la multiplication entre l'abondance de population et l'incidence des attaques, qui sont les facteurs du milieu, qui vont entraîner une nuisibilité plus ou moins prononcée sur la plante de maïs. Donc, je vais d'abord illustrer les facteurs qui influencent l'abondance. Donc, vous l'avez compris au travers de mes propos sur la présentation de la biologie, la succession de maïs dans la rotation et l'intensité du maïs dans le paysage vont être des facteurs favorisant un maintien d'une population élevée. Et donc, tous les secteurs qui seront à forte densité de maïs et à forte densité de monoculture de maïs vont être favorables à un accroissement rapide et continu des populations. Pour illustrer ces propos, je vais m'appuyer sur une étude qui a été faite en 2020 avec l'aide de certains d'entre vous et puis d'Ewen Mengi, un nom qui parle certainement à certains d'entre vous qui sont en Rhône-Alpes. Sur la diapo suivante, on va voir que Ewen a suivi donc un certain nombre de parcelles dans des secteurs qui sont déjà bien concernés par la chrysomèle du maïs. C'est d'abord le secteur de Grésivaudan à droite sur la diapo, donc entre Grenoble et Chambéry, où on est dans un secteur en fond de vallée où il y a une forte densité de maïs, des parcelles qui sont plutôt petites, 1,6 hectares, avec voilà, un morcellement important, et puis une densité de maïs importante, puisque quand on calcule la surface de maïs sur la surface totale des terres arables, on est à plus de 64%, presque 2/3 des surfaces. Et donc, le suivi qui a été réalisé dans 18 parcelles à l'aide de pièges chromatiques montre dans le graphe en bas que le nombre de captures de chrysomèles est plus faible dans les parcelles qui sont cultivées en maïs pour la première année, c'est les 5 parcelles dans le graphe de droite. Donc là, on a des niveaux de capture nettement plus faibles que dans les parcelles qui sont cultivées en maïs pour la 5e année ou plus. Voilà, donc là où il y a un historique maïs important. Ça veut bien dire que les parcelles qui ont un historique maïs dans cette situation-là sont favorables à une plus forte abondance de chrysomèles. Alors, l'échantillonnage est un petit peu réduit sur les parcelles qui sont en 2e, 3e, 4e année, donc je passe vite, mais la tendance reste relativement cohérente avec quelques exceptions près selon les parcelles. Si on regarde maintenant sur le secteur des marais de Bourgoin-Jallieu, on avait donc réalisé un suivi de 26 parcelles dans ce secteur-là, où les parcelles sont nettement plus grandes que dans le Grésivaudan, 2,5 hectares, et une intensité de maïs un petit peu plus réduite, si on le calcule à l'échelle du territoire. Alors, on est obligé de découper en deux, avec deux sous-régions, en fait, dans ce secteur-là, et notamment dans l'ouest, où on voit bien que les parcelles qui sont en première année de maïs ont un niveau de capture plus faible que les parcelles qui sont en 5e ou plus année de maïs. Donc il y a une certaine cohérence, même si, attention, on est à une échelle beaucoup plus réduite que la situation du Grésivaudan que vous avez à droite. Et puis, si on regarde sur la partie est des marais de Bourgoin-Jallieu, alors si on veut, on peut voir la même tendance, à savoir que les parcelles qui sont en première voire 2e année de maïs, bon, elles ne sont pas nombreuses, elles sont un nombre très réduit, vous voyez, on n'a pas fait l'objet de très nombreuses captures, on est sur l'épaisseur du trait, on est tout près de zéro, et on est également tout près de zéro sur les parcelles qui ont un historique long en maïs. Ça s'explique non pas de l'historique, parce que vous voyez bien qu'on est sur un secteur géographique très restreint qui ont à peu près le même historique en termes de contamination par la chrysomèle du maïs, et les pièges à phéromones étaient déjà importants depuis plusieurs années. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait un suivi piège chromatique dans ce secteur-là. En revanche, à l'est, on est sur un type de sol plus filtrant, plus sableux, moins favorable à l'installation de la chrysomèle. Et c'est ce qui explique en grande partie pourquoi le niveau d'abondance là est très différent
malgré un historique a priori plus favorable, enfin, y compris pour les parcelles qui sont a priori plus favorables, de par leur historique. Donc, les éléments que l'on peut retenir sur cette partie-là, c'est que la succession de maïs augmente le risque d'apparition et d'augmentation surtout des populations de chrysomèles, mais ce risque reste variable selon la taille de la parcelle, selon le pourcentage de maïs dans la petite région agricole, et plus il y aura un pourcentage de maïs élevé, et plus la population restera abondante dans l'environnement, avec une influence quand même selon le type de sol, et notamment donc les sols plus sableux, et notamment de par la silice en fait qui est abrasive pour les jeunes larves, ça va pas être favorable à une augmentation drastique de la chrysomèle, même si la chrysomèle restera présente, elle aura du mal à se développer, et des conditions climatiques. Alors les conditions climatiques, je peux bien évidemment pas les mettre en évidence sur un suivi d'une seule année, mais je peux quand même dire que c'est des éléments, et notamment lorsqu'on est sur des climats très humides, au cours de la période de l'éclosion des œufs et des jeunes stades larvaires, hein, donc ça va se situer entre mi-mai et mi-juin, et dans ces situations-là, ça va être très défavorable à la survie de la chrysomèle, et ça va aussi abaisser drastiquement les niveaux de population. C'est aussi certainement ce qui a pu jouer sur les faibles niveaux de capture constatés localement dans des secteurs de l'ouest de la France en 2020, qui ont rencontré des conditions très humides à partir du 20 mai jusqu'au 10 juin 2020. Voilà. Donc, si on avance sur les autres facteurs, vous voyez, donc il y a des aspects de succession de maïs dans la rotation d'intensité de maïs. Le type de sol et les conditions climatiques vont également jouer. Se pose la question de l'intérêt et du rôle de la protection insecticide. Alors, la protection insecticide appliquée aux semis vis-à-vis des larves. Pour cela, Arvalis réalise des essais en Italie depuis pas mal de temps maintenant. On va voir le graphe qui présente ces résultats-là. Ah, j'ai un petit peu anticipé pour essayer de gagner du temps. On n'a pas le graphe. Bon, ben c'est pas grave. Alors, je vais vous raconter le graphe, et je suis désolé. Pour vous dire que les insecticides appliqués aux semis vont avoir une certaine efficacité, mais l'efficacité va être partielle. Si tu peux avancer, revenir un tout petit peu en arrière, Thomas, pour vous dire qu'une application... Donc, en fait, on fait des essais hein, avec des cages à émergence. On applique les insecticides aux semis, on mesure le nombre d'adultes qui arrivent dans les cages à émergence au cours de la saison estivale. On s'aperçoit, quand on met un engrais starter, on ne modifie absolument pas le nombre d'insectes. En revanche, quand on applique une protection insecticide, alors celle qui a présenté jusqu'à maintenant dans nos essais la meilleure efficacité, c'est le Force 1,5G. La voici, la diapo. Et vous voyez qu'on est à environ 50% d'efficacité. Ça veut dire qu'on réduit de 50% le nombre d'adultes qui émergent. En revanche, quand on est sur d'autres protections insecticides, qu'il s'agisse de Karaté ou de Force 20CS ou de Belen, qui ne figurent pas sur cette diapo, mais parce qu'elle n'était pas présente sur l'ensemble des essais présentés ici, mais qu'on avait dans d'autres essais, on est plutôt sur une efficacité de l'ordre de 30% sur la réduction des adultes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas suffisant, mais ça peut aider à retarder et au moins à freiner un accroissement trop rapide des populations dans les situations où on s'approche des niveaux de risque de nuisibilité. Alors, voilà pour la partie qui peut influencer sur l'abondance de population. J'enchaîne sur la suite. Alors, pour vous dire que pour l'instant, la protection insecticide appliquée en végétation contre les adultes au cours de la période estivale n'est pas une mesure que l'on prodigue, considérant que toutes les autres mesures ont suffisamment d'efficacité. C'est une technique sur laquelle je ne reviendrai pas, je le dis ici, les Italiens la mettent en œuvre, mais parce qu'ils sont sur des niveaux de population beaucoup plus élevés et où eux, ils sont déjà dans une stratégie beaucoup plus curative. Nous, notre souhait, c'est de ne pas arriver à cette situation-là, et pour l'instant, on garde ce levier sous le coude, mais ce n'est pas un levier que l'on actionne pour l'instant. Alors, ensuite, il y a les situations qui vont influencer l'incidence des attaques quand la chrysomèle est présente dans la parcelle. Et là, ce sont les conditions climatiques au cours de la période estivale, et notamment l'exposition au stress hydrique du maïs, qui vont largement influencer l'influence des dégâts. Je vous montre ici une étude américaine avec ces trois graphes. Les trois graphes correspondent à trois conditions de stress hydrique différentes. À gauche, en absence de stress hydrique,
vous voyez sur le graphe que le rendement est relativement stable, que l'on soit à gauche ou à droite du graphe, sachant qu'à gauche, ce sont les parcelles pour lesquelles il y a peu de dégâts sur racines, et à droite, ce sont les parcelles pour lesquelles les dégâts sur racines, les dégâts dus à la chrysomèle, hein, sont très importants. Et vous voyez une stabilité dans le rendement. En revanche, si on regarde à droite, le graphe de droite, on voit que dans les situations où le stress hydrique est très prononcé pendant la période estivale, eh bien là, les dégâts occasionnés sur racines, donc qui sont plutôt au milieu et à droite du graphique de droite, dans ces situations, les rendements sont très faibles, voire nuls. Ce qui veut dire qu'il y a une très forte influence des dégâts, ce qui est logique. Les larves de chrysomèle consommant les racines, moins il y a de racines et plus le stress hydrique sur la plante sera prononcé. Donc, c'est aussi pour cela que certaines années, on a des dégâts qui vont se manifester, puis dans d'autres années, on peut avoir une population de chrysomèle aussi importante, mais des dégâts qui ne se manifestent pas. Voilà. C'est aussi ça, le côté un petit peu sournois de la chrysomèle, et ça veut dire que les dégâts ne sont pas directement reliés au niveau de population, c'est aussi la conjugaison avec les conditions climatiques. Ceci étant dit, parce qu'on peut difficilement jouer sur l'exposition au stress hydrique, même si c'est à prendre en compte dans les mesures de recommandation, et on le verra plus tard. Il y a d'autres éléments qui influencent l'incidence des dégâts, et notamment tout ce qui va influencer la biomasse racinaire. En gros, toutes les mesures qui seront favorables à une installation, à une bonne installation du maïs et à une bonne rhizogénèse réduiront l'incidence des attaques de chrysomèle. Pour cela, les semis les plus précoces seront plus favorables. Des indices de précocité de variétés plus tardives ont souvent des bols racinaires aussi plus importants. Une fertilisation starter au semis favorise également la rhizogénèse. Donc ces éléments-là seront de nature à diminuer l'incidence de l'attaque d'une quantité de chrysomèle. La protection insecticide a également un effet que je vais vous montrer avec le graphe qui, je l'espère, va arriver, celui-ci, parfait. Sur ce graphe-là, je vous présente en 3 diapos l'effet de la protection insecticide et comment on va l'intégrer dans la lutte contre la chrysomèle. Premier élément, là vous avez ici une synthèse de 6 essais réalisés en 2019, je le précise, dans les conditions de forte attaque en Italie. Les populations sont à ce jour trop faibles en France pour réaliser des dégâts, pour réaliser des essais parce que les dégâts sont trop faibles. Donc on réalise des essais encore en Italie ou en Hongrie. Donc là vous avez une série d'essais dans lesquels on a comparé les différentes solutions qui sont à la disposition des producteurs français. Vous retrouvez des noms de produits que vous connaissez, ainsi que de l'engrais starter seul sans produit, à droite de la diapo. Et donc, à gauche, c'est le témoin sans protection. Donc, notre échelle de notation, elle va de 0 à 3. Je vous montrerai juste après le type de dégâts que cela occasionne, sachant qu'on n'en est pas du tout à ce niveau-là en France, je le répète. Et donc, vous voyez que quel que soit l'apport appliqué au semis, qu'il s'agisse de Force 5G, d'une autre protection insecticide ou d'un engrais starter, on a une protection et on a une préservation des racines. Cependant, il y a 2 choses importantes. Il y en a qui sont un petit peu meilleurs que d'autres. Le Force 5G se distingue par rapport aux autres solutions. L'engrais starter, à lui seul, permet aussi, en favorisant la rhizogénèse, de réduire les dégâts. Mais il y a le deuxième enseignement, c'est que à chaque fois, on est sur une efficacité partielle. Et à ce jour, en situation de forte infestation, aucune solution n'est clairement satisfaisante pour protéger contre les fortes attaques de chrysomèle. Alors, dans la diapo suivante, je vais vous présenter une synthèse de 11 essais réalisés en Italie et en Hongrie depuis 2017, en les classant selon 3 catégories. Ces essais, c'est le niveau d'attaque dans les témoins. Alors, la première catégorie, c'est celle dans les attaques faibles. Donc, ça veut dire qu'on a des dégâts. Alors, j'ai représenté ici l'échelle qui est utilisée pour noter les dégâts. Dans la première catégorie, vous allez le voir, on a 4 essais avec quelques traces seulement de dégâts liés à la chrysomèle. Et ça va jusqu'à la moitié d'un nœud racinaire. Donc, sur les 3 étages, il y en a un seul qui est à moitié rongé, c'est-à-dire que les racines mesurent pour la moitié pas plus de 4 cm. Ça sera la première catégorie des attaques faibles. Après,
il y aura des essais en attaque moyenne et en attaque forte. C'est pas dur, plus les racines sont rongées par les larves de chrysomèles et plus la note augmente. Je m'empresse de dire qu'actuellement en France, dans le pire des cas, des parcelles, on est dans la catégorie encore attaque faible. Alors si je vous présente aujourd'hui les résultats, donc dans la diapo suivante, il s'agit des pertes de rendement, ainsi que du nombre d'adultes observés selon les modalités expérimentales. Et on voit notamment qu'en situation d'attaque faible, quand on fait la moyenne, on a gagné en moyenne 3% quand on a appliqué le Force 5G. Quand je globalise pour augmenter le nombre de modalités avec toutes les modalités à base de pyrétrénoïdes qui sont actuellement disponibles sur le marché français, on va jusqu'à 4,5% de gain de rendement. Donc, dans ces situations de faible attaque, vous voyez qu'on ne rentabilise pas l'application insecticide sur le rendement. Quand on est en situation d'attaque moyenne, donc plus prononcée, là par contre, on a un gain de rendement qui va osciller entre 6 et 8%. Donc ça devient intéressant, mais vous voyez qu'on est en limite de rentabilité de la protection insecticide. Et c'est seulement dans les situations d'attaque forte, mais qui ne sont pas du tout rencontrées dans nos situations à ce jour, où là on a un gain de rendement significatif, de 44% par rapport aux témoins. Cependant, quand on regarde, on est quand même à un niveau de potentiel qui est largement affecté par rapport aux situations d'attaque faible et moyenne. C'est-à-dire que malgré la protection insecticide, on ne récupère pas le potentiel de rendement que l'on a perdu à cause de la chrysomèle. On en récupère qu'une certaine partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la protection insecticide peut être intéressante pour préserver le rendement, mais uniquement dans certaines situations, c'est-à-dire quand l'abondance de population est déjà assez développée, mais quand elle n'est pas trop développée, parce qu'au-delà, l'insecticide ne peut pas récupérer le potentiel. Dernière diapo sur les aspects insecticides. Voilà, à titre vraiment de recommandation, l'objectif, c'est de savoir, c'est en fonction du niveau de capture d'insectes observés sur les pièges jaunes en 2020, est-ce que c'est opportun ou pas d'appliquer une protection insecticide l'année suivante, donc en l'occurrence pour 2021. Alors par rapport à ça, forcément, on sera un peu plus à l'aise pour répondre lorsqu'on aura une batterie d'essais réalisée en France, mais on n'aura plus besoin des essais puisque finalement les agriculteurs et les techniciens auront déjà découvert et auront déjà apprivoisé la bête. Donc on s'appuie beaucoup sur l'expérience italienne, qui ressemble en beaucoup de points à ce qu'il fait ailleurs et qui est très intéressante, que l'on peut transposer. On voit avec le graphe qui est présenté au milieu de cette diapo que donc ce graphe illustre le gain de rendement d'une protection insecticide appliquée l'année N+1 en fonction du niveau de capture observé sur piège jaune l'année N-1. On voit que le gain est faible lorsque les captures étaient faibles. On voit aussi que le gain devient intéressant sur des niveaux de capture très élevés, mais à ce niveau de capture, en fait, les Italiens comme les Américains recommandent plutôt de ne plus cultiver de maïs, puisque au-delà de 5 adultes par piège et par jour, c'est le seuil pratiqué aux États-Unis, ou au-delà de 10 à 15 adultes par piège et par jour, c'est le seuil pratiqué en Italie, il est recommandé de ne pas cultiver de maïs l'année suivante, parce que le potentiel risque d'être trop affecté, et ce, malgré une protection insecticide. Alors, si on le remet dans le contexte français, j'ai illustré avec les résultats de capture en Alsace et en Rhône-Alpes, si tu appuies Thomas, on va le voir. Voilà la répartition des parcelles dans le petit tableau en bas, observé en 2020 et dans chacune des catégories de l'histogramme ci-dessus. Et on voit que finalement en Alsace et comme en Rhône-Alpes, la majorité des parcelles suivies avec des pièges chromatiques ne justifient pas encore l'application d'un insecticide au semis pour préserver le rendement. Cependant, ça peut avoir un intérêt pour casser le rythme de l'accroissement de la population sur les adultes, comme on l'a vu précédemment. Donc, on va en reparler dans les recommandations. En revanche, il y a déjà des parcelles aussi, pour lesquelles les seuils qui sont pratiqués, notamment aux États-Unis, pour l'instant, on s'appuie sur un seuil plutôt précautionneux de maïs non irrigué américain. Dans ces situations-là, voilà, 5 adultes par piège et par jour, on dépasse le seuil, donc on fricote avec le seuil sur une parcelle en Alsace, et il y a déjà quelques parcelles en Rhône-Alpes qui atteignent ce seuil et pour lesquelles il ne sera pas recommandé de cultiver de maïs en 2021. Donc, pour résumer mes propos,
En guise de conclusion, voici les différents points qui ont été abordés et qui sont des facteurs qui influencent à la fois l'abondance de population et l'incidence des attaques, et sur lesquels on va finalement s'appuyer. Hein, ces différents facteurs, c'est notre caisse à outils, et on va retenir certains outils donc qu'on va cocher et qui vont être pris en considération dans les recommandations qu'on va vous exposer juste après. Et donc, ces leviers, c'est d'abord la succession de maïs dans la rotation, hein, rompre la monoculture de maïs à bon escient, la protection insecticide appliquée aux semis, à la fois pour réduire les populations d'adultes susceptibles d'émerger et d'éviter de se mettre en situation à risque de nuisibilité lorsqu'on est dans des populations qui deviennent assez importantes, mais avant qu'elles ne soient trop importantes, bien entendu. Prendre en considération l'exposition au stress hydrique de la parcelle, je ne dis pas qu'on va jouer avec, mais on va le prendre en considération dans nos recommandations. Tout ce qui est date de semis, indice de précocité, fertilisation starter, ça compte, mais on considère que vous êtes déjà à l'optimum, donc on n'y touche pas, ne changez pas l'optimum. Et donc également la protection insecticide au semis, là aussi pour prévenir des principaux dommages. Et donc je vais laisser la parole à Thomas pour vous présenter les recommandations. Oui, merci Jean-Baptiste. Effectivement, en quelques minutes, reprendre ce tableau de recommandations techniques que vous avez certainement dû voir dans plusieurs de nos publications, mais peut-être prendre un peu de temps pour le lire. Alors, il se lit dans les deux sens, hein, on va dire de haut en bas et de gauche vers la droite. Mais donc, si on commence en fait sur la première ligne, où on a donc une entrée par niveau de capture. Donc en fait, vous avez, selon vos niveaux de capture, des recommandations qui sont faites, et puis une segmentation entre stress hydrique faible et stress hydrique fort. Donc comme vous l'a montré Jean-Baptiste, on a une nuisibilité qui est différente pour un même niveau de population d'insectes. On a une nuisibilité qui est différente liée à l'environnement, liée aux conditions de culture. Et puis, ce qu'on vous a remis en bas de tableau, hein, donc vous avez le niveau de surveillance, donc le piège qui est recommandé, et puis l'échelle de mise en œuvre, donc le territoire, la parcelle ou la petite région agricole, la parcelle quand on passe en piège chromatique, et on vous a remis également les différentes régions à ce jour où elles sont, où on en est des niveaux d'infestation. Donc si on les reprend un par un, donc quand on n'a pas de capture, il n'y a pas de recommandation particulière, on continue à faire comme on le faisait avant. La recommandation, c'est de quand même avoir une surveillance à l'échelle du territoire sur la base de pièges à phéromones. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, hein, des plaques engluées avec des phéromones qui permettent d'identifier la présence ou l'absence de l'insecte. Quand les captures sur les pièges à phéromones, donc voilà, une fois que vous avez fait ça en année N, en année N plus 1, on se replace dans la bonne colonne en fonction du niveau de capture qu'on a en année N. Donc si vous aviez des pièges à phéromones, mais on va dire des captures inférieures à 100 adultes par piège et par an, il est recommandé, c'est-à-dire là on est sur un nouveau foyer hein, qui émerge, et donc on recommande de casser relativement vite la monoculture de maïs, donc en ne mettant pas de maïs en N plus 1, pour essayer si possible, hein, d'éradiquer l'arrivée de l'insecte sur cette zone-là, ou en tout cas de contenir son évolution dès les premières contaminations. Et puis donc quand on arrive sur des niveaux de population un peu plus des foyers un peu plus installés, donc c'est-à-dire qu'on va être encore sur la base de pièges à phéromones, mais avec des captures au-delà de 100 adultes par piège et par an. Et comme on l'a vu, hein, on est sur des niveaux de population qui sont globalement faibles, avec pas ou même peu de nuisibilité. Donc l'idée, c'est de contenir un peu la population avec une recommandation de couper la monoculture, hein, donc 1 an sur 6, voire 1 an sur 5, donc dans les cas où le stress hydrique est un peu plus marqué, où on l'a vu, les conséquences peuvent être un peu plus lourdes pour les rendements de maïs, et donc étant donné que la nuisibilité peut être un peu plus forte, d'agir un peu plus tôt en condition de stress hydrique fort.
Et puis quand on arrive au-delà, donc quand on est sur des niveaux élevés, ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est qu'on passe sur des pièges chromatiques. Donc on change de type de suivi. On n'est plus à l'échelle du territoire, on passe à une échelle à la parcelle. Et donc là, on va calculer des indicateurs sur la base de ces pièges jaunes, donc en nombre d'adultes par piège et par jour. Donc ça, c'est un indicateur qui est fait à la parcelle. Et au-delà d'un outil de suivi, comme on vous l'a présenté ici, on pense réellement que ça peut être un outil de pilotage individuel à la parcelle pour prendre les décisions au sein des exploitations. On vous a mis ici des valeurs indicatives, 0,5 à 5, donc en dessous, au-dessus. C'est les valeurs qui sont, on vous l'a dit, utilisées dans d'autres pays. Ils seront certainement affinés pour la France, ils seront certainement affinés par territoire, par type de stress rencontré. Mais voilà, c'est aujourd'hui à titre indicatif ce qu'on peut vous proposer. Et donc, quand on est sur des niveaux d'infestation élevés qui ont motivé le passage au piège chromatique, mais on reste tout de même à des piégeages inférieurs à 0,5 adultes par piégé par jour, on recommande dans un premier temps donc de couper la rotation, la monoculture en mettant en rotation 1 an sur 4, voire 1 an sur 3 en cas de stress hydrique fort. Si on est sur des captures intermédiaires entre 0,5 et 5 adultes par piège et par jour, c'est ça un peu la nouveauté, c'est qu'on reste sur les recommandations de couper la monoculture 1 an sur 4 ou 1 an sur 3 et éventuellement d'ajouter une protection insecticide. Donc comme on l'a vu, on arrive sur des niveaux de population où le coût de l'insecticide, l'investissement insecticide peut éventuellement se justifier. Maintenant, il faut être clair, hein, on l'a dit, c'est pas une fin en soi, c'est pas ça qui va nous limiter la progression de la population, et la coupure de la monoculture reste quand même le premier levier. Ça va permettre éventuellement de décaler un petit peu et de retarder l'évolution de la population, mais ça sera pas ça qui va permettre de l'endiguer. Et puis quand on arrive à des niveaux d'infestation élevés, donc ici on vous a mis à titre indicatif 5 adultes par piégé par jour, là il est recommandé de ne pas faire de maïs l'année suivante pour vraiment, comme vous l'a montré Jean-Baptiste dans le cycle de l'insecte, hein, que les pontes et donc les larves de l'année prochaine ne puissent pas avoir à leur disposition des racines de maïs et qui donc on pourrait par ce levier-là supprimer plus de 90% de la population à l'échelle de la parcelle. Donc, ce qui est le levier qui reste à privilégier. Alors, encore une fois, c'est un levier à la parcelle. On est dans un territoire avec du maïs dans le voisinage, donc on n'arrivera pas à éliminer toutes les chrysomèles, mais ça permettra en tout cas à la parcelle d'avoir une gestion qui permet d'envisager de maintenir du maïs dans les années qui suivront. Voilà pour les recommandations. Et puis, bien sûr, remercier tous les partenaires qui ont contribué à la collecte d'infos et au réseau de suivi de ces parcelles. Hein. Donc j'ai remis ici le GNIS qui finance l'ensemble et puis tous les acteurs du BSV avec le pilotage des chambres d'agriculture. Donc il faut maintenir donc ces réseaux, continuer à collecter de la donnée, à la fois pour la détection de nouveaux foyers, mais aussi la quantification dans les zones où l'insecte est bien implanté. Rappelez également que depuis l'an dernier, depuis 2 ans, on a l'appli Chrysopop aussi, hein, qui permet de compléter ce suivi qui est fait via les réseaux classiques par des suivis à la parcelle et qui peuvent être gérés aussi par les agriculteurs eux-mêmes. Donc c'est une application Arvalis Inrae avec le financement du GNIS. Donc voilà, vous retrouverez aussi quelques informations pour mieux connaître l'insecte, pouvoir commander des pièges également, renseigner les captures et consulter des cartes en temps réel de toutes les captures qui sont renseignées par les producteurs. Donc un outil complémentaire qui remplacera pas effectivement le réseau qu'on vous a présenté, mais qui peut venir en complément du suivi territorial. On a débordé un petit peu le timing, mais on va prendre un peu de temps pour les questions. Donc, est-ce que les collègues, vous pouvez nous remonter les questions qui vous sont parvenues? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, beaucoup de questions hein, sur ces 2 dernières parties qui a beaucoup inspiré et des questions qui se recoupent. Donc, premièrement, disons autour de la rotation, Thomas, tu nous en as parlé.
Jean-Baptiste, tu nous en as parlé, mais une grande question qui demeure, c'est est-ce que le sorgho peut être attaqué? Est-ce que le soja peut être attaqué? En sachant qu'on peut se dire qu'un ravageur, une larve va avoir envie de manger même si ce n'est pas du maïs. Et ou sinon, est-ce qu'il faut forcément passer par des rotations avec des cultures d'hiver? Alors, la larve a absolument besoin de consommer de la racine de maïs pour survivre et pour réaliser son développement. En absence de racines de maïs à sa disposition, à partir du moment où l'œuf a éclos, ce qui est le cas dans 99% des œufs en première année qui suit le maïs, eh bien, la larve va mourir si elle n'a pas de maïs à sa disposition. Donc, toute autre culture lui sera favorable, enfin défavorable à la chrysomèle, pardon, il sera favorable à l'agriculteur pour abaisser le niveau de population dans la parcelle. Ces données-là, ce sont des données champs. Bien sûr, les scientifiques sont là pour faire évoluer la science et en conditions de laboratoire, certains ont réussi à faire un cycle de la chrysomèle avec d'autres espèces, notamment de graminées. Cependant, il faut rappeler que ce sont en conditions de laboratoire, dans une pression de sélection très élevée. Actuellement, on n'est pas du tout dans cette situation-là en France et compte tenu du niveau de population que l'on a, en plus assez faible, donc la pression de sélection est très faible. Donc non, il faut être très clair. À ce jour, vous cultivez du maïs après un maïs, vous permettez à la larve de réaliser son cycle, vous ne cultivez pas du maïs derrière un maïs, 99% des œufs ne vont rien donner derrière. Voilà. Et c'est s'il y a du maïs qui revient en N+2, ou ce pauvre petit 1% qui pourra survivre. Cependant, c'est négligeable par rapport à la population de chrysomèles qui environne la parcelle donnée. Donc voilà. Très bien, bon, du coup c'est clair, merci. Il y avait d'autres questions qui se regroupaient autour de la biologie du ravageur, donc on a pu le voir en début et c'est important d'avoir une vision de comment se développe le ravageur. Deux questions qui étaient, est-ce que la chrysomèle a des prédateurs naturels sur notre territoire? Et aussi par rapport à la cohabitation avec le taupin, nous avons des terroirs qui sont parfois très infestés de taupins. Est-ce qu'il y a une compétition entre ces deux ravageurs? À notre connaissance, alors, pour les auxiliaires, ce serait quand même une espèce incroyable si la chrysomèle n'avait pas de ravageurs et donc d'auxiliaires pour la culture finalement. Cependant, c'est aussi un insecte invasif et il faut que les auxiliaires qui sont naturellement présents découvrent la chrysomèle. Donc, il y en aura, mais à ce jour, il ne faut pas compter sur eux pour réguler suffisamment la chrysomèle. Ensuite, est-ce qu'il y a un esprit de compétition entre les ravageurs qui cohabitent dans la parcelle? Dans les territoires où la chrysomèle s'est développée, en Italie, en Hongrie, ailleurs, ça s'est développé aussi dans des parcelles où il y avait des taupins. Donc malheureusement, les chrysomèles ne consomment pas les taupins ne consomment pas les chrysomèles. Ce que l'on peut voir quand même de façon assez naturelle, et ça c'est pas lié aux auxiliaires, aux autres ravageurs, c'est lié à toute dynamique de population. Il y a toujours un front d'installation où on a une augmentation de population, puis une population qui rediminue avec une stabilisation. Parce que là aussi, il y a un équilibre qui se trouve avec des auxiliaires, avec une régulation, une autorégulation des populations. Donc, c'est ce que l'on voit aussi assez naturellement. C'est pour ça qu'on insiste aujourd'hui, on est dans l'installation du ravageur, et c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas se laisser surprendre. Et ensuite, on pourra faire le pari d'une stabilisation et d'un équilibre des populations qui se trouvera. Je ne dis pas que ça va se réguler suffisamment, mais en tous les cas, notre objectif, c'est justement de bien gérer la période de pic d'arrivée de la chrysomèle. Mais non, il y aura une cohabitation entre les différents ravageurs et il faudra, c'est pour ça on l'a mis dans les recommandations. Parfois on dit que c'est pas opportun de protéger à l'aide d'un insecticide vis-à-vis de la chrysomèle, mais attention, s'il y a d'autres ravageurs du sol, notamment des taupins, on ne dit surtout pas qu'il ne faut pas protéger contre les taupins. Ok, très bien. On pourrait regrouper aussi d'autres questions autour des solutions de lutte directe.
Notamment, est-ce que des solutions de biocontrôle sont envisagées pour lutter contre le ravageur? Et aussi une question assez technique, mais qui est revenue plusieurs fois. Est-ce que la protection avec le Force 5G était avec ou sans diffuseur? Alors, sur les aspects de biocontrôle, bien entendu, il y a eu beaucoup de recherches. Hein. Il y a 10-15 ans, beaucoup de travaux avaient lieu sur une nématode entomopathogène. Les Alsaciens en ont certainement beaucoup entendu parler parce que les Allemands en parlent beaucoup aussi. Voilà, il y a des travaux. À ce jour, vous avez vu aussi certainement dans le graphique que j'ai présenté, même si je ne l'ai pas cité, il y avait le Success-GR qui est du Spinosad, qui est un produit biocontrôle, dont l'efficacité rivalise avec des pyrétrénoïdes, hein, comme vous avez pu le voir dans le graphe que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, on n'exclut aucune méthode, on priorise aucune. Voilà, on regarde tous les outils disponibles sans critères de tri. À ce jour, on n'a pas encore trouvé la solution, qu'il s'agisse d'une solution conventionnelle appliquée au semis ou une solution de biocontrôle qui permettent d'anéantir le niveau de population. Avec les outils actuels, seule l'absence de maïs permet vraiment de réduire drastiquement le niveau de population à la parcelle. Concernant les pyrétrénoïdes, je vais élargir la question du Force 5G à toutes les pyrétrénoïdes. Vis-à-vis de la chrysomèle, le diffuseur n'est pas indispensable. C'est-à-dire que quand on a fait des essais avec le Force 5G ou d'autres produits avec et sans diffuseur en situation infestée par la chrysomèle en Italie et en Hongrie, on avait les mêmes résultats que la modalité soit appliquée avec ou sans diffuseur. Cependant, dans les situations françaises où il peut y avoir aussi du TOPA, on en a parlé juste avant, le diffuseur est indispensable. Donc, comme l'application des microannulés à base de diffuseur ne dégrade pas l'efficacité vis-à-vis de la chrysomèle, on privilégiera plutôt ce mode d'application au cas où il y ait des TOPA. Très bien. Très bien, merci. Toujours des questions si on a toujours un peu de temps. Hein. Vous êtes encore nombreux à nous suivre et les questions étaient nombreuses et intéressantes, donc on peut continuer avec une autre question. Est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques, des variétés peut-être qui seraient moins sensibles au topin quand on parle vraiment de l'espèce maïs? Je pense que tu voulais dire la chrysomèle. Oui, la chrysomèle. C'est plus le sujet du jour. Alors, c'est une. Ouais, alors, bon, là, pour terminer, c'est une question sympa parce qu'on peut tenir 2 heures là-dessus. Je vais répondre de façon très simple. À ce jour, on va dire que non. Voilà. Il y en a une, hein, bien entendu, qui est disponible ailleurs outre-Atlantique, c'est recourir à des variétés comportant des événements génétiques, donc des variétés OGM. Aujourd'hui, la chrysomèle du maïs n'est plus un problème aux États-Unis parce qu'ils ont réduit drastiquement les populations grâce à l'emploi d'OGM. Et même s'il y a des OGM, des chrysomèles qui ont contourné le premier événement de résistance qui était inclus dans les premières variétés, aujourd'hui, en empilant les événements, ils ont encore la technologie OGM a encore de beaux jours devant elle aux États-Unis. En France et en Europe, on n'utilise pas ce levier-là, c'est pour ça qu'on ne l'a pas cité ce matin. La question est-ce que dans les fonds génétiques, il y a des variabilités? Il y a très certainement des variabilités, mais elles sont à ce jour plus faibles que ce que l'on peut vous prodiguer aujourd'hui. En tous les cas, elles n'ont pas été mises en évidence. Des semenciers avaient des critères de sélection là-dessus il y a plusieurs années, hein, à la fois aux États-Unis et en Europe. À ma connaissance, ça ne s'est pas poursuivi, ou en tous les cas, ça n'a pas donné lieu à des variétés mises sur le marché en situation plus intéressante pour les situations infestées par la chrysomèle. Donc, ces programmes de recherche ont plutôt été mis en stand-by, donc il faut mieux regarder dans d'autres voies, dans d'autres directions. Ok, très bien. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. On a pu répondre, on l'espère en tout cas, à la plupart de vos interrogations. Il y a eu d'autres questions qui sont venues et pour lesquelles je pense qu'on a pu apporter des éléments de réponse déjà à travers les présentations. Ouais, merci Romain, merci Jean-Baptiste. Effectivement, on a un petit peu débordé sur le timing, on s'en excuse, on espère avoir apporté les réponses. Vous retrouverez également les éléments en replay, et puis n'hésitez pas à nous contacter, vous aurez nos coordonnées dans les topos, donc n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de compléments.
Rapidement aussi, quelques points d'actualité sur la communication. Où vous retrouvez les informations, vous avez notre site arvalisinfo.fr où il y a plusieurs articles sur la chrysomèle, des vidéos avec les partenariats qui ont été faits notamment en Alsace avec les voisins allemands, les fiches accidents, l'application Chrysopop également pour à diffuser auprès des producteurs qui voudraient suivre et contribuer à ce réseau. Et puis les choisir et décider maïs où vous retrouvez tous les conseils techniques et tous les résultats de nos essais par région, de la variété à la protection. Et donc vous retrouverez notamment un paragraphe dédié à la chrysomèle dans cette nouvelle édition qui vient de paraître soit fin décembre, soit début janvier en fonction des régions. Voilà. Je vous remercie. Merci de vous être connectés. Vous étiez nombreux et c'est agréable de voir ce taux de participation quand on propose ce sujet. Donc, encore merci de vous être connectés et puis bonne journée. Au revoir.